Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format destination, émission que j'ai le plaisir de partager à la fois avec Marjorie et avec Kelly. Pour une fois, on est réunis tous les trois en même temps dans la même pièce, ça fait plaisir. Bonjour Marjorie, bonjour Kelly. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui pour ce podcast, on va s'attacher à une ville côtière sur la mer intérieure de Seto et c'est la capitale de la préfecture de Hiroshima et donc c'est tout nommé, on va parler de Hiroshima. La ville, on lui consacre aujourd'hui un épisode entier afin de vous présenter ses atouts pour un voyage au Japon et afin de mieux vous organiser pour ce voyage également. On va parler d'une ville au passé historique extrêmement riche, bien évidemment, on va même y revenir dès l'intro. D'ailleurs, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi les châteaux, puisqu'elle a son château Hiroshima, qui fait partie de la liste des 100 plus beaux châteaux du pays. C'est aussi le point de départ d'une visite à Miyajima, et d'ailleurs c'est souvent ces aspects-là historiques et le fait que de sa proximité avec Miyajima qui motive à faire un stop là-bas. Mais on est là aussi pour vous en dire un peu plus. Et d'ailleurs, on est partis tous les trois à Hiroshima pendant nos voyages au Japon. Et c'est pas forcément souvent où on est tous les trois partis au même endroit. Donc on a plein de choses à vous dire. Et enfin, on rajoutera que c'est une ville à taille humaine qui se visite en quelques jours. Donc ça vaut le coup de se stopper là-bas plus d'une nuit afin d'en profiter au maximum. Hiroshima, c'est surtout connu pour son triste destin lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a un événement particulier qui s'est déroulé cet été, Marjorie. Oui, on a commémoré les 80 ans du bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, puisque ça s'est passé à 3 jours d'écart. Et du coup, c'était le 6 août 1945. Et cette année, on commémore les 80 ans de cet événement qui reste toujours d'actualité. On l'avait déjà dit pour les podcasts actu, mais c'est tellement d'actualité quand on connaît le contexte international. Et à l'occasion, je pense qu'on fera en sorte de faire un podcast, peut-être dans l'année ou l'année prochaine, dédié à ces événements-là, quelque chose de beaucoup plus détaillé. On va y travailler. Et aujourd'hui, la ville, elle est entièrement reconstruite. Alors, pour vous rassurer, il n'y a aucun risque de radiation. Et bien évidemment, sinon on ne vous conseillerait pas d'y aller. Oui, cela fait longtemps. Et on n'est plus du tout sur des risques de quoi que ce soit. Ça fait bien longtemps que la ville a été reconstruite et que l'environnement est aussi sain que d'autres villes au Japon. Toujours pour rester sur les lieux de mémoire, c'est une ville qui en propose vraiment toute une variété afin de mieux comprendre l'impact de cette catastrophe sur sa population. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, c'est vraiment le lieu sur lequel il faut aller. En plus d'être sur le lieu historique, vous avez aussi les meilleures explications peut-être, ou en tout cas beaucoup d'endroits où commémorer cet événement. Oui, c'est devenu une cité de la paix au niveau mondial. Donc elle est là aussi pour témoigner de ce qui s'est passé afin que cela ne se reproduise plus du tout. Et c'est vraiment très parlant, c'est pour ça qu'on y a été aussi tous les trois. C'est un des motifs pour y aller, et ça reste en ce sens une destination incontournable au Japon. Et comme on le disait tout à l'heure, ça reste aussi une ancienne ville-château à l'époque féodale, et elle compte, comme toute destination japonaise, son lot de spécialités culinaires locales comme l'okonomiyaki. On va en parler tout à l'heure plus en détail. Oui, version Hiroshima. Oui, version, c'est pas n'importe laquelle. Non. Et Hiroshima, ça se dresse aussi comme une étape importante dans son séjour au Japon pour les voyageurs qui s'intéressent à l'histoire plus moderne. Elle fait partie de la trajectoire de la Golden Route qui se compose de Tokyo, Kyoto et Hiroshima, voire même Fukuoka si on descend un peu plus vers le sud-ouest, donc le long du Shinkansen qui longe le littoral du Pacifique sur Honshu. Et c'est la route des vacances des Japonais lors de la semaine des jours fériés Golden Week, donc une route qui est très bondée et on préconise de s'organiser bien à l'avance à chaque fois. Donc au sommaire du podcast, on va présenter Hiroshima, sa géographie, son histoire aussi avec les connaissances de Kelly. En deuxième partie, on va parler des tops des visites et des activités à faire dans la ville. Et enfin, une toute petite troisième partie pour vous accompagner afin d'inclure Hiroshima dans votre séjour au Japon. Et on y va pour cette première partie, la présentation de Hiroshima, et on va entamer avec la partie géographique, Marjorie. Oui, donc Hiroshima, c'est une ville et aussi une capitale de préfecture, donc éponyme Hiroshima. Donc cette préfecture, elle fait partie de la région du Chugoku. Elle est entourée par la mer, donc avec la mer intérieure de Seto
dans son sud, pour sa frontière sud, et c'est là où on va retrouver aussi, et on en reparlera dans la partie 2, tout ce qui est des petites îles touristiques et des petits ports à faire, dont aussi donc Miyajima. Et par le nord, elle est entourée par les montagnes du Chugoku. Donc ça, c'est des choses qu'on voyage un peu moins quand on est, nous, touristes internationaux et qu'on vient à Hiroshima, mais il faut savoir qu'il y a des montagnes qui encadrent le nord de la préfecture, donc plutôt côté terre, et on y retrouvera des randonnées, et aussi des stations de ski qui sont ouvertes en hiver. Donc la population actuelle de la ville, elle est environ d'1 million d'habitants à l'heure actuelle, et Hiroshima s'est construite en fait sur le delta de la rivière Ota, donc sur un ensemble de petites îles qui se sont formées avec le temps et aussi qui ont été gagnées artificiellement sur la mer. On a fait un peu les deux. Du coup, le centre-ville aujourd'hui que l'on va visiter est traversé par différents cours d'eau qui vont se jeter dans la baie d'Hiroshima, donc qui fait partie de la mer intérieure de Seto. Donc vous allez retrouver comme ça un centre-ville qui est divisé avec des cours d'eau, et vous allez passer en fait par des ponts ou par le tramway dans ces différents quartiers. Donc la ville, elle est divisée en 8 arrondissements, mais c'est pas quelque chose qui va nous parler le plus, ça va être des noms d'arrondissements classiques, genre le port, le nord, l'est et l'ouest. Mais on va plutôt parler de quartiers autour des arrêts du tram, donc on va se déplacer en tram dans Hiroshima, et c'est ça qui va nous permettre de se repérer géographiquement. Donc pour vous donner les essentiels quand on est touriste pour la première fois dans la ville, on va avoir d'abord tout ce qui est autour de la gare JR, donc qui est une gare Shinkansen, donc c'est une grande gare, et notamment à sa sortie sud, c'est là où en fait on va débuter le centre-ville historique et aussi animer ce qu'on va visiter. Donc on y retrouve toute une offre de restaurants, de shopping, il y a aussi les hébergements, plutôt des hôtels à l'occidental qu'on va retrouver. Si vous avez envie de passer un peu plus de temps autour de cette gare, vous pouvez aussi aller de l'autre côté, le côté nord, qui est un peu moins touristique, un peu plus quotidien, mais on va retrouver notamment différents temples et sanctuaires à faire, notamment le Toshogu de la ville d'Hiroshima, et c'est le long d'un chemin de pèlerinage qui s'appelle Futabana no Sato, et ça c'est un peu une sortie hors des sentiers battus pour ceux qui resteraient un peu plus longtemps sur Hiroshima ou qui logeraient autour de la gare. Ensuite, il y a un autre quartier qui est assez connu qui s'appelle Kamiyacho, donc c'est aussi un arrêt de tram, et c'est là où va se concentrer tous les sites incontournables d'Hiroshima qu'on détaillera après, tout ce qui a attrait au mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est à quelques minutes en tramway de la gare JR. Et la dernière chose que je vais vous citer, c'est Hondori ou Fukuromachi. Donc ça, c'est des petits noms de quartiers et aussi d'arrêts de tram qui sont un peu plus bas que Kamiyacho, vers le boulevard de la Paix, et qui sont en fait les quartiers plutôt populaires pour sortir le soir, boire des verres. Il y a des avenues Shotengai pour faire du commerce, il y a des quartiers où il y a des izakaya, et c'est là où on va retrouver aussi les jeunes et les employés de bureau qui sortent le soir. Ces environs sont également appelés Urabukuro. Et c'est aussi un autre bon endroit pour dormir. Il y a aussi une offre hôtelière dans cette partie-là de la ville qui est assez importante. Donc tout est faisable en tram, à pied, voire en taxi quand vous descendez depuis le Shinkansen de Hiroshima. Et voilà, c'est une ville qui reste quand même avec un paysage, on va dire, entouré de verdure, mais l'urbain est assez industriel. D'autres trouveront ça classique ou un peu moche, mais voilà, c'est du fait qu'elle a été reconstruite rapidement. Et pour information, c'est le siège de l'entreprise Mazda. Donc si vous êtes fan de l'enseigne et de la marque, il y a un musée, il y a un stade, enfin vous verrez plusieurs choses au nom de Mazda dans la ville de Hiroshima. Et avant de passer à la partie histoire, j'en profite qu'on soit tous les trois et qu'on y soit allés à Hiroshima. Tu nous parlais du paysage assez industriel. Vous, quand vous y êtes allés, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué, ou en tout cas, visuellement, qu'est-ce qui vous a marqué à Hiroshima, plus que les activités qu'on va détailler après dans le podcast? Moi, par exemple, ce que tu nous dis là, ce paysage-là industriel, je trouve que ça détonne par rapport aux autres endroits que j'ai pu faire au Japon. J'ai trouvé ça tellement... Alors, c'est propre partout, on va dire, au Japon, mais tellement clean. Après, parce que aussi, ça a été reconstruit après la guerre, évidemment, donc c'est tout récent avec... Enfin, c'est quasiment flambant neuf, mais c'était étonnant, je trouve, de voir une ville aussi clean, parce que même quand on imagine une ville, il y a un peu le côté urbain, plus abîmé, ou qui a plus vécu, tandis que là c'est vraiment d'une propreté inégalable, je trouve, les vitrines, les buildings, les routes, les feux, etc. Et ça fait un peu presque parc à certains endroits en tout cas. Tout neuf, vraiment, on dirait que ça a été mis sous cloche, et puis que bienvenue. Du coup, je trouve c'est étonnant aussi dans le voyage de passer par une ville comme ça, même si c'est vrai que ça peut faire un peu pas austère, mais un peu lyophilisé, quoi.
Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, Charlie. Moi, j'ai pas vu grand-chose de la ville, en principe, parce que je me suis contentée d'aller d'un endroit à l'autre. Mais c'est vrai que l'impression que j'avais, c'est que c'était nickel, quoi. Enfin, c'est une mauvaise façon de l'exprimer, mais effectivement, dans d'autres villes, même à Tokyo, quelquefois on passe dans certains quartiers, on a quand même des différences. Soit on a des immeubles flambant neufs qui sont à côté de petites maisons à moitié délabrées. Voilà, c'est ça qui a pas qui a plu du coup à Hiroshima, c'est pas, en tout cas dans les parties où je suis allée, c'est vraiment une ville, enfin en tout cas à l'époque, parce que c'était il y a un certain temps déjà, mais mais c'est encore vrai maintenant puisque tu nous le dis, ça reste, c'est une ville elle est récente de toute façon par la force des choses, mais on a l'impression qu'elle est fraîchement construite, quoi, qu'il n'y a pas délabrement spécialement. Non, en plus, elle est rénovée régulièrement. On a souvent des hôtels qui sont rénovés. La gare, on en reparlera après, mais elle a été récemment totalement rénovée. Donc c'est sûr que ça reste une vitrine qui est mise à jour. Puis elle accueille aussi beaucoup de personnalités politiques et aussi du monde. Assez international. Donc voilà, elle a un statut international. Donc je pense qu'elle tient aussi à garder une ville quand même aujourd'hui où il fait bon vivre, même si effectivement manque du coup l'aspect un peu... on va dire authentique, mais son authenticité passe par le fait qu'elle est complètement reconstruite. Et c'est ce qui va bien aussi avec le paysage peut-être plus de parcs, etc., dont on parlera tout à l'heure. Enfin, je parle de parcs de verdure, où tout est clean aussi dans les parcs, que ce soit dans la ville ou dans les parcs. Donc voilà, je trouvais que ça détonnait un peu. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Hiroshima, si vous y êtes déjà allé. Et si on veut un peu mieux comprendre d'où vient la ville, eh bien, on va écouter Kelly qui va nous parler de la facette historique de Hiroshima. Merci Charlie. Alors, comme Marjorie nous l'a dit tout à l'heure, la ville d'Hiroshima telle que nous la connaissons aujourd'hui occupe le delta formé par la rivière Ota lorsqu'elle se jette dans la baie d'Hiroshima. À partir du XIIe siècle, un petit village de pêcheurs s'y installe et il sera appelé dans un premier temps Gokamura. Gokamura qui signifie 5 villages. C'est un village qui est placé sous la protection du temple Mitakidera, qui est un peu plus au nord d'Hiroshima et qui a été fondé par Kukai en 809. Donc, ce qui signifie que la région est occupée depuis assez longtemps. Et elle a fait partie des territoires du clan Taira, donc un des grands clans issus de la famille impériale, jusqu'à leur chute à la fin du XIIe siècle. Et là, les territoires de ce clan, ils s'étendaient autour de la mer intérieure de Seto, et ça incluait Wakayama, Shikoku, Awaji, et la moitié nord de Kyushu, et le sud aussi du Chugoku, donc un vaste territoire pris en compte par ce clan. Oui, tout à fait. Toutefois, ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que les îlots d'alluvion dans le delta de la rivière Ota deviennent suffisamment conséquents pour que l'on puisse s'y installer. C'est le seigneur féodal Terumoto Mori qui va développer la zone en faisant construire des digues autour du village de Gokamura et ensuite son château, qui sera édifié entre 1589 et 1599. Et il s'installe dans sa nouvelle ville dès 1591 et la nomme Hiroshima. Là, tu nous parles du nom de la ville. Est-ce qu'il y a un historique derrière, ou en tout cas une signification particulière pour ce terme Hiroshima ? Oui, alors il y a 2 explications. La plus répandue et la plus simple, c'est que cela désignait l'île qui abrite le château comme une grande île, puisque Hiro signifie grand et Shima signifie île, tout simplement. Ou alors, une autre explication un peu plus poussée indique que ce serait Terumoto, donc le seigneur féodal qui a construit le château, qui voulait rendre hommage à l'un de ses ancêtres dont le nom s'écrivait avec les phonèmes Hiro, qui s'écrit avec le caractère qui signifie grand, et à un des constructeurs du château qui avait dans son nom de famille les syllabes Shima. En accolant ces deux caractères kanji, cela a donné la lecture de la ville Hiroshima, en leur rendant hommage au passage. Donc avec l'édification du château, la ville devient capitale de la province d'Aki, et qui s'étendait à peu près sur le territoire actuel de la préfecture d'Hiroshima. Ce qui est important pour son développement, c'est qu'elle est située à proximité de voies de circulation importantes, comme la route Sanyodo, qui reliait le Kansai à Dazaifu sur Kyushu, en passant par le long de la mer intérieure de Seto, sur à peu près le même trajet que la Golden Route évoquée tout à l'heure. Après la bataille de Sekigahara en 1600, les territoires du clan Mori sont saisis, puisqu'ils étaient opposants au futur shogun Tokugawa. Donc ces territoires sont saisis et transférés tout d'abord à Masanori Fukushima, un des alliés de Ieyasu. Brièvement, puisque dès 1619,
le domaine d'Hiroshima est placé sous l'autorité du clan Asano, qui est un autre clan ami de Tokugawa. Et ce clan reste à sa tête jusqu'en 1871, donc jusqu'à l'abolition des fiefs au début de l'ère Meiji. La période Edo permet à la ville de bien se développer, notamment grâce à des bonnes liaisons maritimes avec Osaka par la mer intérieure de Seto. Et elle s'est rapidement assurée un monopole sur le bois, le fer, le papier, puisque grâce à sa position au sud des montagnes du Chugoku, justement, où tout cela était sourcé. Et la ville agissait aussi comme levier sur les prix du riz, puisqu'elle achetait des stocks aux autres domaines producteurs et les revendait en fonction des besoins. Elle faisait déjà du marketplace. Oui, tout à fait. Et à la fin de l'époque Edo, donc vers 1868, on estime que sa population dépassait les 70 000 habitants. Oui, ça montre déjà que c'était un gros pôle urbain, même si tout n'était pas urbanisé, mais en tout cas, 70 000 habitants vers les années 1860, ce n'est pas rien. Oui, voilà, c'était déjà une ville importante. En plus de son importance commerciale. Donc au début de l'ère Meiji, comme j'ai dit tout à l'heure, les fiefs sont abolis, donc on n'a plus de domaine de Hiroshima, mais ils sont remplacés par les préfectures. Et Hiroshima devient la préfecture de la capitale éponyme. Et elle devient même capitale temporaire du Japon lors de la guerre sino-japonaise qui a eu lieu entre 1894 et 1895, avec l'installation du quartier général des armées qui est dirigé par l'empereur lui-même. Donc l'empereur s'est déplacé pendant un an à Hiroshima, pendant à peu près un an, pour diriger les opérations en Chine. Profitant de ces installations portuaires notamment, et aussi de l'ouverture d'une ligne de chemin de fer en 1894, Hiroshima devient une base logistique dans cette guerre. Dans le même temps et par la suite, donc fin 19e, début 20e siècle, l'économie de la ville se tourne parallèlement vers l'industrie. D'abord textile, puisque c'était une des industries principales à l'époque, puis militaire, puisqu'elle a déjà prouvé son rôle en étant en capacité d'accueillir le quartier général et de pourvoir aussi aux besoins des militaires envoyés à l'étranger. Et à partir de la guerre russo-japonaise de 1905 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle se développe de cette façon autour de l'industrie militaire notamment. Et elle a accueilli d'ailleurs une des branches du quartier général des armées jusqu'en 1945 dans son château. Oui, c'est la raison pour laquelle elle a été choisie en priorité. Le nom d'Hiroshima devient mondialement connu en 1945, après avoir subi le premier bombardement atomique de l'histoire, le 6 août 1945, à 8h15 du matin. Ainsi, la ville est complètement rasée, on estime le nombre de victimes à environ 250 000 morts, essentiellement des civils. Pour comparaison, avant 1945, la ville comptait 365 000 habitants, dont tout de même 120 000 avaient été évacués entre avril et août 1945. Et donc là, ça veut dire que la totalité quasiment des résidents et résidentes a disparu ce jour-là, quasiment. Oui, quasiment, oui. Et pour ajouter un petit peu dans le sordide, il y a un monument aux morts qui regroupe 70 000 victimes qu'on n'a pas pu identifier, qui sont rassemblées au même endroit pour leur rendre hommage, mais ça fait 70 000 personnes qui n'ont jamais été, entre guillemets, retrouvées, dont on a les restes, mais on ne sait pas qui c'est en fait. Oui, c'est-à-dire que si toute la famille avait disparu, personne n'allait de toute façon s'inquiéter de leur sort, malheureusement. Oui. Et dans les 120 000 qui ont été évacués, il y avait beaucoup d'enfants, puisque justement le gouvernement japonais, depuis un certain temps, essayait d'évacuer les plus jeunes des villes pour pouvoir assurer le renouvellement de la population, en fait. Pour les protéger. Oui, c'est ça. Enfin, oui, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que comme il y avait déjà beaucoup de bombardements dans toutes les villes, et notamment à Tokyo, qui était énormément bombardée, c'est sûr qu'ils savaient que de toute façon, les villes étaient quand même des points, des cibles très visées pendant la guerre, et que là, Hiroshima n'était pas encore assez bombardée. Oui. Donc c'est vrai que du coup, la bombe atomique... Oui, puisque dans les recherches que j'ai faites pour ce podcast, j'ai trouvé une information qui disait qu'en fait la ville avait été relativement épargnée par les bombardements en général, afin de pouvoir mesurer les effets de la bombe sur une ville à peu près intacte. Oui, et sur une ville qui est géographiquement plutôt plane, c'est-à-dire que les montagnes du Chugoku, elles sont derrière, et qu'en fait, du coup, l'explosion, on peut vraiment voir ses effets et la surface qu'elle est capable en fait d'anéantir.
Donc ça, c'est des détails que vous retrouverez entre autres et en partie peut-être au musée, en tout cas parce que tu nous disais tout à l'heure sur les victimes non identifiées, etc. Donc voilà, prenez le temps de parcourir les différents lieux de mémoire, parce que voilà, ce podcast, il ne va pas s'attacher aux détails sordides de cette histoire-là, mais en tout cas, sachez que ça s'est passé là-bas, et que c'est aussi pour ça, tout à l'heure, on disait que la ville a été entièrement reconstruite, c'est que évidemment tout a été soufflé par cette bombe atomique. Voilà. Malgré tout, dès 1946, des efforts sont entrepris pour reconstruire la ville et aussi conserver la mémoire du bombardement, avec notamment la création d'un mémorial, dont on reparlera tout à l'heure. Dans un premier temps, le projet est retardé faute de moyens financiers, mais il est vraiment lancé en 1949 avec le soutien du gouvernement japonais, suite à l'entrée en vigueur de la loi sur la construction de Hiroshima en tant que ville mémoriale de la paix. Et c'est ainsi qu'est lancé l'aménagement du parc mémorial de la paix, que l'on connaît bien, sous la houlette de l'architecte Kenzo Tange. Que l'on connaît bien également. Et oui. Et on peut noter à quel point ça a été vite, parce que là on parle de 1949, alors que la bombe est atterrie en 1945. Donc il y a une rapidité même dans les prises de décision pour reconstruire cette ville-là qui est assez phénoménale. Oui. Aujourd'hui, hormis les lieux de commémoration, rien ne distingue Hiroshima des autres villes japonaises, à part peut-être son aspect neuf qu'on a évoqué tout à l'heure. Et le symbole de la ville, comme Tokyo ou d'autres villes, la ville a son petit symbole, qui est la fleur de laurier rose, car c'est cette plante qui a fleuri la première après le bombardement atomique. Elle conserve son statut particulier de cité de la paix, et dans ce cadre reçoit régulièrement des personnalités politiques, comme le pape Jean-Paul II en 1981 ou le pape François en 2019. Et des sommets du G7 y sont régulièrement organisés, comme en 2016 ou en 2023. Alors pour parler de quelque chose d'un peu plus neutre, j'allais dire joyeux, mais non, parce qu'on va parler de l'hébergement, donc non, mais si vous voulez vous loger à Hiroshima, eh bien c'est très facile de trouver un logement dans cette ville, car elle compte beaucoup d'hôtels modernes, peut-être même par rapport à d'autres villes, puisque comme on le disait tout à l'heure, tout est de construction récente. Elle se visite à n'importe quelle période de l'année, cette ville, donc c'est d'autant plus simple et agréable de chercher son hôtel là-bas, puisque on n'est pas obligé de s'y prendre trop, enfin c'est pas qu'il faut pas s'y prendre à l'avance, mais en tout cas c'est plus facile, il y a vraiment une offre hôtelière très, très importante là-bas. Oui, c'est plutôt des hôtels à l'occidental qu'on va trouver facilement, c'est aussi du fait qu'elle accueille des événements internationaux régulièrement, donc elle a une capacité hôtelière qui est assez importante, et ça permet des fois d'avoir des bons plans aussi pour si on réserve suffisamment en avance, etc., ou alors de choisir des hôtels un peu sympas avec quelques caractéristiques qui nous plairaient. Et donc on le disait en introduction, il faut à peu près 2-3 jours pour visiter Hiroshima et prévoir aussi, on vous conseille une visite à Miyajima, donc l'île sacrée très proche de Hiroshima. Et il est possible aussi de dormir sur cette île sacrée pour ensuite visiter Hiroshima. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez dormir et puis prendre en compte les durées des ferries, etc., qui sont assez rapides, hein. Enfin, on va dire c'est une vingtaine de minutes, 30 minutes grand max. Oui, l'île elle est pas très loin dans la baie. Et l'île, elle, compte plusieurs hébergements plus traditionnels, donc les ryokan, les hébergements traditionnels japonais. Oui, en fait, c'est vraiment deux offres, on va dire, hôtelières assez différentes. Soit on est quelque chose qu'on connaît, de moderne, d'urbain, plutôt citadin, soit on va sur Miyajima pour l'expérience du ryokan, de dormir un peu plus dans la nature, dans quelque chose de traditionnel, pas forcément autant confortable que ce que l'on pense, mais qui est plus dans une façon spirituelle. Donc c'est vraiment deux façons. Vous pouvez faire aussi les deux. Oui. Et faire une nuit, Complètement. Et d'ailleurs, récemment, il me semble que sur Kanpai, vous avez écrit un article sur le l'iwaso, donc un ryokan qui est très connu au Japon et à l'international, et que vous pouvez vous offrir justement pour avoir cette expérience en plus sur l'île de Miyajima. Donc ce serait dommage de passer à côté, et en même temps, c'est un petit coup dans le porte-monnaie si faut se le dire. Elle a quand même accueilli notre président de la République au dernier sommet du G7, donc oui, c'est un ryokan qui est assez huppé. Après, il y a différentes gammes de chambres, et puis suivant les saisonnalités, c'est pas les mêmes prix non plus. Et sinon, dans le centre-ville de Hiroshima, eh bien, on retrouve de très nombreux hôtels occidentaux, comme tu le disais, Marjorie, et on a quelques fiches sur Kanpai, hein, donc on peut vous noter ici. Oui, on avait fait plusieurs hôtels, et notamment, on s'était arrêté sur The Note, qui est donc une chaîne d'hôtels, en tout cas au Japon, il y en a plusieurs, et celui de Hiroshima, quand on l'avait visité, c'était pendant la période de pandémie, il était tout neuf avec un toit terrasse, donc ça permettait d'avoir une vue
vue sur la ville et les montagnes forestières derrière, c'était assez joli. Et ça se trouve, voilà, c'est des hôtels qui se trouvent autour du boulevard de la Paix, c'est ce que je disais plus tôt dans la partie géographie. Et ça c'est pas mal parce que ça permet en fait de visiter le centre-ville à pied. Et après de prendre le tram juste pour aller à la gare et après de descendre au port pour aller prendre le ferry à Miyajima. Donc c'est une position qui est relativement centrale pour être un peu dans la ville. Et ce qu'on peut, comme d'habitude, vous conseiller pour choisir votre hôtel, c'est surtout de le choisir bien situé par rapport aux sorties que vous comptez faire. Comme ça, vous gagnez un peu de temps et c'est plus facile en termes de logistique pour s'organiser. Et maintenant, on va parler de la saisonnalité, de la météo à Hiroshima, puisque c'est une ville qui se visite toute l'année, c'est son côté pratique. Les étés, ils sont courts, mais très chauds, tandis que les hivers, ils sont doux et dégagés. La température moyenne sur l'année, elle est de 16 degrés, que les minimales sont observées en janvier avec des températures autour de 4 degrés. Donc c'est pas si froid que ça pour le Japon, il y a bien plus frais dans le nord et la météo est relativement clémente dans la zone avec un peu de pluie. Donc on va dire que c'est une zone vraiment tempérée à peu près toute l'année, quoi, même s'il y a des fortes chaleurs l'été. Et côté transport, je te laisse la main, Marjorie. Oui, donc on l'a déjà dit, mais je pense que maintenant vous le savez, Hiroshima est accessible en Shinkansen depuis les principales villes japonaises, donc notamment Tokyo et Kyoto. C'est ce qui en fait quand même son attrait logistique assez important. Donc au départ de Tokyo, on conseille d'emprunter le Nozomi, c'est-à-dire le train le plus rapide et qui est direct entre donc la gare de Tokyo et celle d'Hiroshima. Il faut compter un peu moins de 4 heures. Et si vous ne prenez pas le Nozomi, vous pouvez prendre les autres Shinkansen du Tokaido et il y aura un changement à Shinosaka. Il faut compter environ 20 000 yens le trajet, réservation de siège inclus, celle qui est obligatoire dans le Nozomi. Ensuite, sinon, depuis Shinosaka ou Kyoto, le trajet dure entre 1h20 à 1h40, ça dépend le type de Shinkansen que vous prenez, et si Kyoto, c'est légèrement plus long que Shinosaka. C'est autour de 10 000 yens ces trajets. Donc si vous avez prévu d'aller à Hiroshima et suivant en fait votre parcours, ça peut être intéressant à ce moment-là de regarder pour un Japan Rail Pass, donc un GR Pass, ou alors national si vous faites plusieurs préfectures et plusieurs régions, un Tokyo, Hiroshima, ça peut vraiment être envisagé et que vous faites d'autres stops à côté, ou alors un régional après à voir s'ils sont éligibles sur le Shinkansen ou sinon vous prendrez des Limited Express. On a publié un article récemment sur les passes régionaux. Mais comme on est sur des distances un peu grandes, ça peut être intéressant de regarder ces passes-là. Donc la gare d'Hiroshima a subi ces dernières années une belle transformation et en fait maintenant c'est beaucoup plus pratique pour les voyageurs puisqu'ils arrivent en gare en Shinkansen et ils peuvent directement, en changeant d'étage et de quai, accéder au tramway. Avant il fallait sortir de la gare et trouver le terminus. Maintenant tout est intégré dans un même bâtiment et donc vous suivez les panneaux et c'est beaucoup plus simple pour s'orienter. Et sinon, si vous êtes adepte de l'avion ou si vous avez des vols domestiques, il faut savoir qu'il y a un aéroport à Hiroshima, enfin techniquement à Mihara, dans la région. Donc c'est aussi accessible en avion. Après cette partie transport, nous arrivons à une partie dédiée à l'art et à la culture. Et là, cette fois, c'est à toi, Kelly, que je vais laisser la main puisque la ville d'Hiroshima, elle compte 3 musées d'art. Oui, tout à fait. Donc le premier, c'est le musée d'art d'Hiroshima, qui compte une des collections les plus fournies de l'ouest du Japon. Ensuite, un autre musée qui a un nom assez similaire, mais qui s'appelle le musée d'art préfectoral d'Hiroshima, dont les œuvres présentées datent pour la plupart des années 20 et 30 du XXe siècle. Et il expose aussi quelques objets artisanaux d'Asie. Et enfin, le musée d'art contemporain de la ville d'Hiroshima, qui présente des œuvres beaucoup plus modernes. Et bien sûr, dans la catégorie musée, mais qui n'est pas un musée d'art, nous avons le musée du Mémorial pour la paix, dont on parlera juste après. Donc déjà, avec ces 4 destinations, dans la destination qu'est Hiroshima, eh bien, vous avez de quoi vous occuper, d'autant plus si c'est des journées où il ne fait pas forcément très beau. Oui, puis si vous êtes fan de voitures, il y a un musée Mazda. Oui, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Oui, mais c'est bien de le répéter parce qu'on pourrait passer à côté si on aime bien les voitures. Ouais. Mazda, en fait, c'est Matsuda. Puisque la partie s'intitule Art et Culture, eh bien, il y a de l'artisanat aussi. Alors ça, ce sera plutôt du côté de Miyajima, plus que de la ville très urbaine qui est Hiroshima. On va observer par exemple les spatules shakushi, donc les spatules à riz en bois, on en parle de temps en temps, qui ont été inventées par un moine à Miyajima en s'inspirant de la forme d'un biwa. Oui, un biwa, c'est un luth, en fait, un instrument de musique.
Il y a aussi la céramique qui est assez connue dans la région. Il y a des objets religieux en céramique et aussi des clochettes qui sont censées porter chance car elles sont faites avec du sable qui se trouve près du sanctuaire d'Itsukushima, donc le sanctuaire aux abords de cette île qui est Miyajima, l'île sacrée. Et il y a le papier mâché, évidemment, de Miyajima. Ce papier est utilisé pour fabriquer des sculptures d'animaux. Il est fait avec du papier washi, donc le papier traditionnel, qui est étalé au fond d'un moule de plâtre pour former justement ces créatures. Oui. On fait des petits tigres en papier mâché qui s'appellent Hariko no Tora. Ils ont la tête qui bouge comme ça. Comme les chiens qu'on met derrière les voitures, c'est ça? Ouais, et comme il y a les akabeko aussi, c'est des petits bœufs, des petits bœufs en papier mâché. Et ça, c'est plutôt dans le nord du Japon, dans le Tohoku. Ah ouais? À Aizu, dans la région d'Aizu. On peut en faire des akabeko. En tout cas, c'est statuettes de papier mâché. Après, vous pouvez les peindre à la main. Et Marjorie, est-ce que tu peux nous parler de certains festivals qu'on peut retrouver dans la ville, notamment celui du Oktoberfest qui met à l'honneur la bière comme en Allemagne? Oui, et puis en plus il a lieu au mois de septembre, donc du 12 au 23 septembre. Donc c'est à peu près au moment où l'on enregistre ce podcast et où il sera diffusé. Donc oui, alors l'Oktoberfest, c'est vrai qu'il y en a plusieurs au Japon, ce genre de manifestations. Et il y en a aussi à Yokohama, je sais. Ils aiment bien ce genre de choses autour de la bière, les Japonais ont un attrait pour la bière. En plus, c'est marrant, Oktoberfest au mois de septembre, c'est quand même... ouais. C'est l'ancien calendrier lunisolaire. C'est l'Ikoyomi. Oui. Après, on peut citer deux événements qui sont liés à l'histoire moderne, donc le bombardement atomique. On a alors je vais vous le dire en anglais, le Hiroshima Flower Festival qui a lieu pendant la Golden Week, donc du 3 au 5 mai. Et aussi, donc alors on a deux noms, c'est le Hiroshima Peace Memorial Ceremony et le Hiroshima Toronagashi qui ont lieu le 6 août. Donc c'est les commémorations le jour de l'événement. On dépose en fait des couronnes de fleurs, des germes de fleurs au pied du cénotaphe. Donc souvent c'est les personnalités politiques qui le font, le maire de la ville, et puis des fois c'est des personnalités japonaises du gouvernement. Et puis le Toronagashi, c'est en fait le festival de lanternes où on va faire des lâchers de lanternes sur les cours d'eau pour justement commémorer les défunts, les victimes, les aider en fait à communiquer avec l'au-delà. C'est relatif aussi avec Obon. Et de façon plus traditionnelle, la ville aussi, elle s'anime en fonction des rites annuels que l'on connaît au Japon. Donc, au moment du Nouvel An, au moment de Setsobun, donc pour le lâcher de haricots. Aussi les rituels de purification en milieu d'année, donc Nagoshi no Hare, pour Obon, donc au mois d'août avec la fête des ancêtres. Et puis à la fin de l'année, on est sur des choses un peu plus conviviales avec Tori no Ichi ou Toka Ebisu. Donc c'est pour commémorer en fait, pour se souhaiter bonne réussite financière, et on va en fait remercier la divinité Ebisu. Et en début d'année, on a aussi à Hiroshima le Ebisu Taisai Festival qui est assez réputé. On en connaît un à Osaka qu'on avait déjà cité dans notre article sur les kumade, les râteaux qui portent chance et qui sont en fait en vente pendant ces foires au coq. Les Tori no Ichi, c'est les foires au coq, les jours du coq au mois de novembre. C'est très particulier, c'est très précis. On a un article sur Kanpai. Et on a un article sur Kanpai. Donc c'est toutes ces petites rituels qui animent en fait un peu les vies de quartier, la vie des Japonais, qu'on va retrouver aussi à Hiroshima dans différents lieux, sanctuaires, temples ou alors d'autres lieux publics dans la ville. Et si vous voulez des temps forts très animés également, eh bien vous pourriez assister à un match de baseball, puisqu'à Hiroshima, ils sont férus de baseball. Il y a les Toyo Carp, donc c'est l'équipe locale de Hiroshima, qui est une des plus réputées d'ailleurs du Japon. Et il y a des matchs qui sont donc de véritables événements là-bas dans la ville, car elle possède son propre stade. Et d'ailleurs, j'avais pris des places pour un match de baseball, et à la place, j'ai eu la chance d'avoir un cours privé avec un maître de taekwondo. Et du coup, j'ai annulé ma place. Si ça vous intéresse, moi j'avais pris l'option où on l'achète en ligne et après on va le retirer en combini. C'est bien ça, ça permet d'être un peu plus avec le quotidien. Exactement, de la population. C'était le but que je n'ai pas fait mais que je ferai peut-être un jour. Et donc il y a d'autres choses à faire aussi, comme admirer des illuminations.
Comme souvent au Japon, à différentes périodes de l'année, eh bien, il y a différents quartiers de la ville qui vont être illuminés. À la nuit tombée, il y a des installations lumineuses qui donnent un tout autre aperçu de la ville. Et en hiver, on a par exemple 2 endroits. Il y a le parc Bihoku Hillside qui se part de 800 000 LED, et au printemps, c'est le parc Senkoji et ces cerisiers qui sont remplis de petites lumières. Donc à vous de voir aussi, ça peut vous intéresser parce que ça peut bien égayer votre soirée aussi. Enfin, l'illuminer en tout cas. Oui, ça change du paysage industriel neuf de jour en fait. Ça le rend un peu plus féerique. J'allais passer peut-être à côté de l'événement de ce type le plus marquant qui est la Hiroshima Dreamination qui a lieu au mois de novembre sur le boulevard de la Paix. Donc encore quelque chose à noter sur vos calendriers, à bien voir à quelle date ça se déroule. Pendant les foires Torinoichi, pendant les foires au coq. Et on va terminer cette partie dédiée à la présentation de Hiroshima avec une partie qu'on adore, celle portée sur la gastronomie. Et on commencera avec l'évidente okonomiyaki, la spécialité, en tout cas, une des spécialités de Hiroshima. Donc l'okonomiyaki, c'est un plat salé qui se présente comme une crêpe salée à base de choux émincés finement, de farine, d'œufs et d'un peu de dashi. Donc le dashi, c'est un bouillon de poisson qui est utilisé très souvent dans la cuisine japonaise, et que l'on peut ensuite garnir de viande ou de fruits de mer. L'okonomiyaki Hiroshima, qui s'appelle en japonais Hiroshima Yaki, a la particularité d'avoir également des nouilles et un œuf au plat, ce qui en fait un plat très consistant. Il y a 2 endroits à privilégier pour en déguster, donc il s'agit de Okonomimura et Ekimae Hiroba, pour lesquels nous avons des articles sur Kanpai. Oui, c'est des bâtiments qui regroupent en fait plusieurs enseignes d'okonomiyaki spéciales d'Hiroshima. Donc ça permet nous touristes d'avoir des endroits faciles pour déguster ce plat. Après, comme on est au bord de la baie de la mer d'intérieur et dans la baie d'Hiroshima, on a aussi des spécialités autour du poisson et des crustacés. Donc on peut parler de l'anagomeshi, qui est en fait un plat autour du congre. Donc le congre, ça se rapproche dans les espèces un peu de l'anguille, donc c'est juste c'est meilleur marché. Et c'est peut-être aussi moins en spécialité, une espèce en danger, parce que c'est vrai que l'anguille, il y en a quand même de moins en moins. Donc c'est un plat, c'est plutôt, ça se présentera plutôt sous forme de donbori, ça veut dire un bol de riz, et dessus on va napper avec du congre, souvent grillé, et nappé en fait d'une sauce un peu épaisse à base de soja et peut-être un peu sucrée. Donc c'est très bon, c'est aussi assez roboratif. Et la spécialité aussi, c'est que le riz, il peut être assaisonné avec un bouillon à base de tête et d'os de congre pour relever un peu le goût encore plus. On trouvera aussi l'huître, puisque Hiroshima est l'une des régions qui a la plus grande production d'huîtres du pays. Donc on la connaît quand on va à Miyajima, parce qu'on en voit partout des stands où on peut la consommer grillée. Mais en fait, les parcs à huîtres sont dans la baie, donc on les voit de toute façon, qu'on soit de n'importe quel côté qu'on soit. Donc souvent, c'est un plat qu'on va consommer toute l'année, mais la haute saison, c'est plutôt en hiver, donc c'est comme pour nous en Occident. Et l'huître, il la consomme aussi bien crue que grillée ou frite. Donc si vous avez envie de changer un peu de nos plats d'huîtres crus avec un petit zeste de citron, au Japon, vous aurez diverses spécialités. Puis là, le gabarit des huîtres, il est beaucoup Oui, beaucoup elles sont charnues. Ouais. Je t'ai coupé. Non, c'était ce que je voulais dire. J'ai rien dit. Oui, c'est pas du 2 ou du 3 là. Je sais plus les 2, vous en prenez peut-être 2, ça suffira. Oui, il faut tester. Et sinon, goûter avec de la sauce ponzu, ça se marie très très bien. Et on a aussi le saké de Hiroshima, que l'on nomme le Saijo. Donc c'est l'un des 3 meilleurs quartiers de saké du Japon, avec Nada à Hyogo et Fushimi à Kyoto. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais si c'est des mets que vous appréciez, eh bien sachez qu'il y a de quoi visiter aussi lors de votre passage par Hiroshima. Et on conclura cette partie avec toi, Kelly. Note épicée. Avec, oui, exactement, cette note épicée de nouilles chinoises. Oui, les tantanmen, qui sont la version japonaise des nouilles chinoises dandan. Et donc il faut aimer ce qui est pimenté et aromatisé au sésame, puisque ça contient notamment du lait de soja, si mes souvenirs sont exacts, et donc de la pâte de sésame, qui donne un petit goût, ce petit goût justement un peu particulier, en plus du piment. Donc ce sont des nouilles qui baignent dans un bouillon opaque justement,
et qui sont absolument délicieuses. Est-ce qu'il y a du feu qui sort de ce bouillon? Comment? Est-ce qu'il y a des petites flammes qui sortent de ce bouillon? Non, quand même. Ça pique. Enfin, après, ça dépend, je pense, des restaurants, des palais, mais... et des palais. Est-ce qu'on peut faire un hot ones après? Ouais, on peut, je pense. Ouais, qu'on se le fasse un jour avec des plats japonais. Pour notre deuxième partie, nous allons vous parler des meilleures visites et des activités à faire à Hiroshima. Alors, on va commencer par plusieurs sous-destinations qui se situent toutes dans le centre-ville. Et on va commencer par le parc du Mémorial de la Paix. Alors, sur Google Maps, vous ne le louperez pas, ou sur les plans que vous allez avoir en papier avec vous là-bas, puisque, comme tu le disais, Marjorie, en off, c'est le poumon vert, on va dire, de la ville. Donc, c'est une vaste étendue de verdure qui a différentes entrées. Donc, vous pouvez y accéder de plein d'endroits depuis la ville, et c'est un endroit qui est classé au patrimoine national en 2007, donc pas le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais bien le patrimoine national, et c'est un des lieux de mémoire du bombardement atomique de Hiroshima, et il a été designé, en tout cas l'architecte de ce parc, c'est Kenzo Tange, dont tu nous parlais tout à l'heure, Kelly. Oui, donc c'est un grand parc. Il y a plusieurs en fait monuments aux morts et recueillements. Donc allez voir notre fiche parce qu'on en avait détaillé une partie. Il y a des statues par rapport aux enfants qui sont décédés. Il y a aussi tout ce qui est les grues effets plié en origami, qui est un des symboles de la paix et que vous retrouverez un peu plus partout à Hiroshima. Donc là, vous avez des guirlandes. Voilà, c'est un parc, il faut prendre le temps. C'est aussi bien un lieu de mémoire où on va se recueillir qu'un espace vivant, qu'un parc public où les gens circulent, font du sport, se promènent. C'est vraiment le poumon vert historique depuis 1945 et aussi actuel pour les habitants de la ville. Et on a une vue d'ailleurs sur le dôme, et tout proche, alors j'étais dans le parc et avec la vue sur le dôme, et il y avait, alors que c'était pas une journée particulière, et pourtant il y avait des enfants de plusieurs écoles qui faisaient des chants, qui faisaient des jeux, etc. Donc ça a l'air d'être un lieu qui se veut aussi vivant, alors qu'il commémore, comme tu disais, tous les centaines de morts qu'il y a eu pendant ce bombardement. Oui, Hiroshima est un lieu qui est très couru dans les voyages scolaires, évidemment, puisque c'est un devoir de mémoire. Même nous, à notre niveau, on y va aussi pour ça. Effectivement, vous croiserez souvent des écoliers, des lycéens, des collégiens et aussi des quarts de retraités. Enfin, c'est vraiment une ville qui est visitée par toutes les franges de la population pour garder un devoir de mémoire et aussi expliquer une histoire qui est encore palpable. Et on parlait du dôme très connu à Hiroshima, et bien là on va s'y attarder un peu plus avec le dôme donc, que l'on nomme Genbaku. Genbaku d'ailleurs qui signifie bombe atomique. C'est ça. Donc oui, ça vous ne pourrez pas louper en fait. Donc c'est un édifice qui est aujourd'hui en ruine mais qui est préservé pour en fait conserver son aspect actuel après le bombardement. Donc c'est la seule structure de la ville qui a survécu au souffle, et notamment donc son dôme qui était fait en acier, et donc vous verrez en fait la structure apparente. Donc avant c'était un centre, c'était un hall d'exposition pour la promotion de l'industrie de la préfecture d'Hiroshima. Donc ce que tu disais en histoire, il s'était mis là-dedans dans cette économie-là. Et donc c'était au bord d'une des rivières, donc il y avait en fait une sorte de port, donc il y avait les barques qui arrivaient, les marchandises qui arrivaient par là, et ça transitait. C'était un lieu assez vivant et autour du commerce. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans cet édifice, vous en faites le tour, il y a des barrières qui vous expliquent en fait qu'est-ce qui s'est passé avec des photos avant-après, et vous faites le tour, mais vous ne pouvez pas marcher à travers les ruines. Ça reste un lieu, pour le coup, ici, de recueillement. Vous verrez qu'il y a une espèce d'ambiance un peu pesante, enfin, en tout cas, quand moi je l'avais fait, les gens se taisent, en fait. Il y a une sorte d'atmosphère un peu, très confinée qui se passe autour de cet endroit, même s'il est au cœur de la ville et qu'autour, ça bouge, mais c'est vrai qu'ici, c'est assez particulier. C'est pas seulement un vestige, c'est qu'on va dire que c'est l'endroit qui a le mieux survécu à la bombe. Et pour vous dire, il reste plus rien, il reste que l'ossature. Et donc, il faut se dire que cet endroit-là, c'est l'endroit qui a le moins souffert de la bombe, alors qu'en fait, il est ravagé déjà. Donc, on peut s'imaginer facilement le reste de la ville et de ses habitants. Et il se situait à 150 mètres de l'hypocentre, donc il était vraiment pas très loin du début du souffle. Ensuite, tu veux que j'enchaîne ou j'enchaîne ? Et ensuite, depuis le Genbaku, on peut se rendre au musée du Mémorial de la Paix. Donc c'est un énorme bâtiment en long, vitré, et c'est là où est exposé tous les vestiges de la guerre, et avec un discours sur la paix dans le monde. Oui, tout à fait. Alors c'est un musée qui a été conçu par l'architecte Kenzo Tange également,
et inauguré en 1955. Et il a été rénové récemment, je crois, il y a 2-3 ans. Pendant la pandémie de... Pendant la pandémie, il me semble, oui. Alors effectivement, il retrace 2 choses. Donc déjà, en tout cas, dans mon souvenir de l'expo, avant la rénovation, donc je pense qu'il y aura toujours les mêmes choses, mais présentées différemment. Une partie qui concerne tout ce qui est autour de la bombe atomique et de la guerre, pas forcément centrée sur le Japon, mais je me souviens d'avoir vu une liste des pays qui effectuent des essais nucléaires. Donc tout ce qui est une exposition qui expliquait un petit peu tout ce qui était les mécanismes de l'atome en rapport avec la bombe atomique. Et aussi une partie de l'exposition qui est là est beaucoup plus dure et qui peut quand même être assez émouvante, c'est le moins qu'on puisse dire, voire plus, puisque on avait une partie de l'exposition qui montrait physiquement les ravages de la bombe. Donc par exemple, on a cette image célèbre d'un pas de porte en pierre qui montre l'ombre de la personne qui était assise là au moment où la bombe a explosé. Donc en fait, on n'a plus rien de cette personne, mais juste son ombre. Oui, en fait de cendres, ouais. Voilà. Et donc on a aussi pas mal de témoignages de gens, de victimes qui ont survécu, mais qui parlent de leur souffrance physique, morale, et aussi toutes les destructions à toutes les échelles qui peuvent avoir eu lieu, aussi bien de la personne. On voyait par exemple des boîtes à bento brûlées. Oui, il y avait beaucoup de trucs d'enfants aussi, beaucoup d'objets d'enfants, de jouets, des choses comme ça. Ah, oui. Assez réaliste, c'est pas le mot, mais oui, cru. Oui, voilà, c'est cru, on nous épargne rien. Et donc on voit justement des photos des personnes irradiées, donc les hibakusha. Donc le terme signifie justement personne irradiée. Et de la façon dont leur corps a subi l'irradiation. Certaines personnes, par exemple, étaient brûlées en fonction du motif du vêtement qu'ils portaient. Donc c'est-à-dire si du kimono. Ouais. Oui, si, selon, je sais pas si son vêtement avait un motif de triangle et que le triangle avait brûlé avec l'explosion. En fait, la personne était brûlée sur tout le corps en fonction du motif de son vêtement. Et vraiment, je dirais que c'est quand même quelque chose à voir. Enfin, pas pour le spectacle, mais pour se souvenir que ça peut nous tomber dessus aussi à tout moment. Et puis que bon, ça c'est vraiment arrivé, donc il faut... et puis c'est vrai que de voir ces choses-là, ça nous... fait prendre conscience différemment de ce type d'impact et de villes ravagées, puisque c'est pas juste il y a une bombe et tout le monde est mort, non, il y a aussi des gens qui ont survécu, il y a des gens qui sont morts après coup et qui ont souffert. Oui. Et ce musée-là, cette partie-là du musée, elle retrace un peu la chronologie aussi de l'événement, le avant, le pendant, le après. Ça nous montre aussi qu'il y a quasiment pas de photos sur place, puisque tout a été ravagé d'un coup, donc le temps que les secours arrivent. Mais il y a quand même quelques photos qui ont été prises vraiment à l'instant, quelques minutes après, et que tout soit carbonisé. Ça nous parle des pluies aussi de cendres qui sont évidemment irradiées au possible. Donc les gens qui sont totalement desséchés veulent boire l'eau de la pluie qui au final finira par les tuer de toute façon. Donc, et puis après, il y a aussi les récits d'enfants, les témoignages d'enfants et coloriages, etc. Et des témoignages de personnes qui, 20 ans après, souffrent de ces stigmates de la bombe, mais arrivent à en parler. Et puis on voit leur vie qui s'étiole ou qui se reconstruit aussi. Parfois, il y a des messages d'espoir, évidemment, à certains endroits dans cette exposition-là. Donc, à faire, si vous pouvez prendre le guide, n'hésitez pas. En plus, le musée, il ne coûte que 200 yens, donc c'est absolument rien, c'est quelques centimes. Et c'est une très belle chose aussi, je trouve qu'on arrive, la circulation dans le musée, elle se fait très bien. Tout est expliqué en anglais. Tout est expliqué. Et puis, à la fin du musée, en tout cas, moi, en 2024, j'ai commencé par cette partie-là, la plus crue, on va dire, la plus concrète. Et après, on arrive dans une sorte de grand hall, justement, où c'est plus des explications sur la bombe atomique en règle générale. Il parle très très peu des Américains, d'ailleurs, il faut le dire. Il n'y a pas de ce ressentiment-là, etc. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas. Et sur la fin, vous pouvez faire des dons, vous pouvez faire les petites cocottes aussi en papier, vous pouvez signer des pétitions pour la paix. Voilà, c'est quelque chose, un endroit plus vivant, plus convivial, avec des photos aussi de, par exemple, le château détruit, des choses comme ça, qui vous donnent un aperçu un peu autre. Mais c'est vrai que la toute première partie est quand même rude.
Oui, c'est pour ça que si vous voyagez avec des enfants, faites attention à l'âge des enfants. Autant ça peut être instructif pour des adolescents qui étudient ça en cours d'histoire, autant pour des jeunes enfants, faut se poser la question avant. Et prévoyez-vous un petit moment sympa après, une petite activité, un petit resto, un petit truc. Oui, parce que même pour les le adultes. tombeau des Lucioles. Un dessin animé. Non, mais c'était à Kobe, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et autre point d'intérêt peut-être un peu plus joyeux, eh bien c'est le château de Hiroshima dont on parlait en introduction, et tu vas nous en dire quelques mots, Kelly. On l'a déjà un peu évoqué dans la partie histoire. C'est un édifice qui est entouré de douves et de fortifications par la force des choses, puisque c'est un château qui a été érigé à la fin du XVIe siècle. Et donc les familles les plus influentes de l'histoire de la ville y ont résidé pendant 12 générations, donc on parle du clan Asano, à la suite de l'instauration du shogunat Tokugawa. Malheureusement, en 1945, lors du bombardement atomique, il a été quasiment entièrement soufflé par l'explosion. Et le donjon actuel et une partie de son enceinte ont été réhabilités en 1958. Donc là, si je comprends bien, de 1591 jusqu'en 45, en fait, c'était le même château. Oui, tout à fait. Avec quelques réparations par-ci par-là, parce qu'il y a eu des inondations, des choses comme ça. Mais 2-3 incendies sans doute, quelques séismes, voilà. Oui, voilà. Le classique, quoi. Normal, le classique d'un château japonais. Rien de grave au Japon. Business as usual. L'intérieur du donjon a ensuite été rénové en 1989 et transformé en un musée de la culture des châteaux féodaux. Il offre aussi une vue unique sur la ville, et il est surnommé le château de la Carpe, et il fait partie des 100 plus beaux châteaux du Japon. Attention toutefois, puisque des travaux sont prévus dans le château du donjon, qui sera donc fermé à partir du 22 mars 2026 pour une durée indéterminée. En attendant, l'exposition qui occupait l'intérieur du château sera déménagée dans un autre édifice de l'enceinte du château qui reste quand même accessible à la visite. Le donjon lui-même est fermé aux visiteurs, mais l'ensemble du parc et des installations du parc restent ouverts aux visiteurs. Donc ça, à bien vous renseigner si vous écoutez ce podcast et vous comptez partir à partir de mars 2026, renseignez-vous au dernier moment, enfin jusqu'au dernier moment, puisque ça aura peut-être changé d'ici là. Là, c'est quelque chose qu'on vous annonce en septembre 2025. Voilà, et puis il y aura peut-être une affluence de visiteurs sur les derniers jours, puisque peut-être que les gens voudront profiter justement des derniers moments pour visiter l'expo. Un autre lieu incontournable si vous passez par Hiroshima, et notamment si vous le faites à la période automnale, c'est le jardin Shukeihen, donc le jardin traditionnel japonais qui est situé dans l'arrondissement de Nakaku et abrite de nombreux érables. C'est pour ça qu'on va vous conseiller plutôt de le faire à la période automnale. Et si vous voulez en voir des photos et avoir plus d'infos aussi dessus, eh bien, on vous conseille de vous rendre sur kampai.fr pour regarder, pour lire notre article sur le sujet. Non, les photos qu'on a faites datent de la période de Koyo. Donc vous aurez en plus le rendu optimal du jardin à cette période. C'est pas n'importe quel jardin puisqu'il a été créé en 1620 par Soko Ueda à la demande du seigneur féodal Nagaakira Asano. Et plus tard, en 1940, sa famille offre le jardin à la préfecture de Hiroshima, un beau cadeau, et ce dernier est lui aussi détruit en 1945, on pouvait s'en douter, et ouvre à nouveau en 1951. Donc même pour les jardins japonais, ils ont mis tout l'effort d'après-guerre à reconstruire la ville pour qu'elle soit le plus opérationnelle possible, sans oublier la tradition. Et dès votre entrée dans le jardin aujourd'hui, eh bien, il y a 2 très grands bonsaïs qui vous accueillent. Le thème du jardin d'ailleurs, on l'avait pas cité, mais c'est jardin à rétrécir les paysages. Il veut que plusieurs panoramas aient été reproduits en miniature ici. Et l'accès est à peu près 2 € par adulte, donc on va dire que vous n'allez pas vous ruiner pour une belle visite. Non, pour un jardin japonais, c'est pas trop cher. Il est assez grand, en fait, on tourne autour d'un plan d'eau, donc effectivement, il y a des miniatures de paysages, et derrière, vous avez aussi des immeubles un peu plus hauts de la ville qui vont popper en toile de fond. Oui, ça fait une bonne pause où il y a, de mémoire, il y a aussi il y a forcément les carpes, et puis pas mal de tortues aussi, il me semble que j'avais vu là-bas. Ensuite, on va retourner vers les sites consacrés à la mémoire donc des bombardements, avec la tour Orizuru, qui en fait est assez récente. En fait, c'est un ancien immeuble qui a été du coup rénové
par Mazda. Donc c'était un ancien immeuble d'affaires qui a été rénové en quelque chose d'un peu plus écologique. Et du coup, sur son toit, il y a une terrasse en bois, une énorme terrasse en bois qui a été aménagée afin de servir d'observatoire. Et cette terrasse, en fait, quand on arrive, elle a des piliers en bois qui, en fait, donnent l'impression d'être comme dans un temple et qui fait aussi penser au sanctuaire sur l'eau d'Itsukushima. C'est une terrasse qui a déjà une petite dizaine d'années parce qu'elle a été inaugurée en 2016. Et donc elle est en fait postée derrière le Genbaku. En fait, quand vous regardez le Genbaku depuis le parc mémoriel, vous voyez donc il y a une rivière qui traverse, il y a le Genbaku derrière, et encore en second plan, il y a la Horizuru Tower qui pop. Donc l'observatoire, il s'élève à peu près 50 mètres de haut. C'est pas forcément très élevé, mais pour la hauteur de la ville d'Hiroshima, c'est amplement suffisant pour avoir une vue sur le centre-ville et sur les sites mémoriels. Et puis après, vous profitez aussi d'animations, puisque la terrasse en bois, elle est décorée de façon saisonnière. Donc vous allez avoir plusieurs animations au cours du temps. Du bas de l'étage jusqu'au toit terrasse, il y a une exposition autour de la confection des grues en papier origami, donc symbole de la paix et symbole aussi de la ville Hiroshima. Et donc chaque visiteur est invité à en réaliser une, et elle a laissé tomber dans une des façades de l'immeuble, et on peut voir ensuite de l'extérieur, c'est vitré, en fait on fait tomber une grue en papier. Donc c'est symbole de la paix, etc. Il y a d'autres petites attractions assez interactives avec soit des écrans tactiles, soit d'autres choses qui illustrent à peu près la tour. L'intérêt, c'est vraiment la plateforme d'observation. Deux autres endroits que l'on peut vous conseiller dans le centre-ville toujours, on en a parlé puisque tout à l'heure on parlait de gastronomie, et bien là vous avez Ondori et Okonomimura, donc Ondori, c'est une rue commerçante qui est couverte du centre-ville, elle est située dans l'arrondissement de Nakaku, c'est le lieu idéal pour faire du shopping et découvrir les enseignes locales, et comme on vous le disait, c'est abrité, donc en cas de mauvais temps, de pluie, c'est toujours très agréable, c'est rue japonaise. Oui aussi, ou de chaleur extrême. Tout au bout, on va retrouver Okonomimura, un bâtiment sur 3 étages qui contient pas moins de 25 restaurants dédiés exclusivement à l'okonomiyaki. Donc là, si vous avez du mal à choisir, c'est normal. Donc les deux noms que tu as fait référence, on en avait parlé dans la partie gastronomie avec Okonomimura, et Hondori, c'est aussi l'avenue et le petit quartier pour sortir le soir, pour pouvoir loger un peu plus dans le centre-ville dont on avait parlé dans la partie géographie. Et puis enfin, on va vous proposer Minamoa et le Pokémon Center pour les fans de Pokémon. Le centre commercial Minamoa, il est situé au-dessus de la gare, et c'est un endroit à ne pas rater puisqu'il abrite ce fameux centre Pokémon pour les fans. Oui, c'est une des boutiques officielles du Japon, donc à Hiroshima. Autrement, à proximité de Hiroshima également se trouve Mitaki-dera, qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure dans la partie histoire, qui est une excursion idéale pour l'automne depuis Hiroshima. C'est un temple bouddhiste de la branche Shingon, donc une des branches les plus anciennes du bouddhisme japonais, qui est situé au pied du mont Mitaki, au nord-ouest de la ville. Il est accessible très facilement depuis Hiroshima en train ou en bus local et en quelques minutes de marche. Fondé en 809 par le moine Kukai, qui est une personnalité religieuse très importante au Japon, il appartient à un pèlerinage de 33 temples de la région du Chugoku qui sont consacrés notamment à la divinité bouddhiste Kannon. Une fois sur les lieux, on peut effectuer une ascension paisible dans la montagne jusqu'à atteindre le pavillon central. C'est une escapade pleine de nature et on recommande particulièrement l'automne pour y aller, puisque les arbres revêtissent leurs plus belles couleurs orangées. J'allais dire, c'est vrai que l'automne à Hiroshima, c'est assez joli, et puis comme les températures sont assez douces, c'est plutôt agréable. On dit que ça se visite à toutes les saisons, et si vous pouvez peut-être privilégier l'automne, au final, c'est peut-être celle qu'on pourrait conseiller un peu plus que les autres. Oui, parce qu'ensuite, si vous allez à Miyajima, c'est aussi très beau à l'automne, oui. Miyajima. Ah oui, là, complètement. Donc c'est une belle saison, mais après en week-end ou en plus forte période de Koyo, vous aurez peut-être un peu de monde sur certains spots parce que vous ne serez pas les seuls à avoir la bonne idée. Et tout à l'heure on l'a évoqué, on va changer de sujet, on parlait du saké, et une des capitales du saké Marjorie, c'est Saijo-cho. Oui, là on s'éloigne aussi du centre-ville et on va à Higashi, donc vers l'est, et dans une petite ville qui est reconnue comme l'une des principales capitales du saké au Japon.
donc au même titre que le quartier Fushimi, donc à Kyoto dans le sud, et que le quartier Nada à Hyogo. Donc cette petite ville, elle rassemble 7 brasseries donc de Nihonshu, le mot japonais pour le saké, dans un rayon d'1 kilomètre, donc tout est à peu près concentré, et vous pouvez visiter les brasseries, regarder le processus de fabrication du Nihonshu, et ensuite accéder à une dégustation qui est quand même l'élément principal de pourquoi on va là-bas, et vous pouvez aussi faire des emplettes évidemment autour de cette thématique. Oui, il paraît que le barathon là-bas, Marjorie, fait des ravages. Oui, en plus c'est formé, ils ont construit comme une forme de yokocho à l'intérieur, donc un petit quartier avec plein d'izakaya traditionnellement, donc on est vraiment dans cet esprit-là. Et donc ce qui est important si vous allez à Saijicho, c'est d'y aller du coup en train, n'y allez pas en voiture, et c'est à seulement 40 minutes de train du centre-ville d'Hiroshima, donc de la gare JR. On va pas forcément s'étaler sur la prochaine destination qui est Miyajima, qu'on peut vous conseiller depuis Hiroshima, parce que si vous ne l'aviez pas déjà écouté, on a déjà un podcast tout entier dédié à cette superbe île sacrée. Donc on va y retrouver Itsukushima Jinja, le Daishoin également, le Mont Misen, et encore d'autres visites à faire et des écrins de nature à parcourir. Il y a l'Iwaso aussi dont on a parlé tout à l'heure en hébergement. Donc voilà. Le parc Momiji-dani en période de Koyo, et puis les serres qui sont donc en liberté sur l'île de Miyajima. Et très facilement accessible en ferry. Tori. Donc voilà, pour Miyajima, on vous laisse vous référer soit à nos articles, soit à notre podcast Destination. Je ne sais plus quel numéro c'est comme ça de mémoire, mais en tout cas on en a un dédié à Miyajima. Oui, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus. On va encore publier quelques fiches et contenus nouveaux sur Miyajima d'ici la fin de l'année sur Kanpai, donc vous aurez ensuite des photos actualisées et d'autres idées de sortie et d'hébergement à faire. Donc ça peut être intéressant de nous suivre. Par contre, toujours hors du centre-ville, on a Iwakuni, une petite ville-château dotée d'un magnifique et singulier pont en arche Kintai-kyo, qui est situé dans la préfecture voisine de Yamaguchi. Oui, on sort techniquement de Hiroshima. Après, c'est vraiment juste à côté et accessible en train. Et c'est sur la côte, toujours un peu au bord. On est un peu plus dans les terres, mais on suit en fait la côte, le littoral. Ça, c'est très joli pour ceux qui sont amateurs d'architecture un peu traditionnelle et traditionnelle japonaise et en même temps atypique. Ceux qui aiment faire de belles photos, parce que le pont est très photogénique. Il est illuminé de torches une partie pendant l'année, et en tout cas les soirs. Et je crois qu'il y a des spectacles ou des performances de pêche au cormoran, j'avais vu, mais je suis pas sûre. Oui, c'est possible. C'est très spécial, oui. Je ne connaissais pas la pêche au cormoran, mais alors, si vous aimez les bêtes, ne regardez pas de vidéos. Exactement ce que j'allais dire, si vous êtes sur le bien-être animal, voilà, on parle d'un cormoran attaché à une corde. Donc, oui. Moi, j'avais retenu qu'il y avait de beaux cerisiers à Iwakuni. Oui, en haut, parce que en fait, il y a le pont en arche, et après, le château, il est en hauteur. Il est sur une colline ou un promontoire, je ne sais plus exactement. Et effectivement, entre les deux, il y a des cerisiers. Et on pourra terminer les visites à faire autour de Hiroshima avec le village Takehara. Donc on appelle aussi cette destination la petite Kyoto. Oui, on y retrouve aussi du saké, qui est assez connu de Takehara, et petite Kyoto parce qu'on a un temple qui a une architecture similaire au Kiyomitsu-dera, donc avec un grand balcon, enfin une avancée avec une structure en bois qui s'élève en fait. Donc alors à une envergure quand même moindre. Faut pas s'attendre. Donc ça se trouve du côté de la mer intérieure de Seto, en direction de l'est vers Okayama. On y retrouvera aussi l'île aux lapins, Okunoshima. Oui. Ça c'est accessible également en ferry. Il y a Onomichi, qui est le départ de la route cyclable Shimanami Kaido. Donc ça, il y a un article sur Kanpai où vous allez pouvoir voir ce périple faisable à vélo pour tous les passionnés de vélo, et vous pouvez le faire qu'une seule partie si besoin de cette périple-là. C'est ça, on traverse les petites îles de la mer de Seto par des ponts qui donc ont été construits entre ces îles et qui relient une partie des îles intérieures. Donc c'est une sortie qui est assez connue pour les amateurs de vélo, qu'on peut faire aussi en voiture ou à pied dans une moindre mesure. C'est vrai que c'est plus sympa quand même en vélo. Après ça prend un peu de temps, mais vous pouvez en faire qu'une partie. Et on arrive du coup à Imabari, qui est sur Shikoku. La ville des serviettes de toilette. Ouais. Mais du coup voilà, on peut rejoindre, donc ça peut vraiment être si on se concentre en fait quelques jours sur la mer intérieure de Seto, il y a vraiment pas mal de choses à faire en complément de la grande ville d'Hiroshima. On peut vraiment avoir d'autres paysages et d'autres types de sorties.
Et vous avez un château également dans la ville de Fukuyama. Et vous avez aussi le port de Tomonoura, port dont tu me dis dans l'oreillette Marjorie, qui a inspiré Ponyo. Voilà pour Miyazaki. Oui, donc il y a pas mal de choses à faire. Et après, on rejoint Okayama, le Kansai, et puis toutes les visites qu'on peut faire autour jusque vers Kyoto et Osaka. Donc après, il y a Kurashiki, il y a aussi les îles de la mer intérieure de Seto, plus artistiques avec Naoshima, etc. Après, on va vers Himeji et après, on arrive à Kobe, etc. Sachant qu'avec le Shinkansen, tout est quand même très très accessible depuis Hiroshima. Si vous n'aimez pas le Shinkansen, ce qui peut être le cas. Il y a des petits trains aussi un peu plus locaux, un peu plus qui passent le long de la mer, qui sont un peu plus lents, mais qui peuvent aussi aller pour un voyage plus tranquille au bord de la mer intérieure de Seto. Et on en arrive à notre troisième et dernière partie qui va être vraiment très courte, qui s'attache à savoir comment inclure Hiroshima dans son séjour au Japon. On a déjà quand même quelques éléments de réponse puisqu'on a déjà échangé sur ce sujet. Hiroshima, c'est une ville que l'on visite principalement pour découvrir ses monuments, son histoire tristement célèbre, mais aussi afin de se rendre sur l'île sacrée de Miyajima. Tout ça, on le disait déjà en introduction, mais on préfère bien le répéter ici, puisqu'on vous a donné aussi des clés et des destinations autres pour enrichir votre séjour. Et si vous souhaitez uniquement visiter la ville de Hiroshima, il est possible de voir les principaux sites en une journée. Donc on parlait de musées, les rues commerçantes, etc. Tout ça c'est facilement accessible puisque le centre-ville se fait très bien à pied ou en tram. Oui, en une bonne journée. Il faut partir tôt le matin et en une bonne journée vous pouvez tout faire, oui. Mais après, c'est vrai qu'on va plutôt vous conseiller au moins 2 jours, voire 3 si vous faites aussi Miyajima pendant ce séjour-là. Et même une nuit sur Miyajima, ça peut être très sympa pour profiter de l'île, mais ça on en parle dans notre podcast dédié à cette île-là. Donc voilà. Mais on ne va pas forcément recommander une semaine complète sur Hiroshima, sauf si il y a un sujet qui vous parle et que vous voulez creuser le sujet à fond. Mais voilà, c'est plutôt sur 3 jours, on va dire, voire 2 jours. Oui, ça suffit largement. Après, il y a des gens qui peuvent aussi vouloir faire Hiroshima et Miyajima sur une journée, donc le couple des deux. Alors, c'est toujours faisable. Après, il faudra faire des choix sur les visites. Par exemple, ne faire que le musée mémoriel et ensuite partir sur Miyajima et ne faire que Itsukushima et puis la baie en fait qui est en face et pas forcément monter jusqu'au Mont Misen. Enfin, après, c'est faisable si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous avez prévu votre voyage comme ça. C'est faisable de faire les deux dans une journée, mais vous ne verrez qu'un élément principal sur chaque destination. C'est vrai que juste faire le tori de Miyajima, c'est pas forcément faire Miyajima, ni prendre le temps d'y manger les spécialités dont on a parlé, etc. Donc vous aurez votre photocarte postale, mais vous aurez moins accès à l'ambiance. Enfin, voilà, c'est ça. En plus, le cumuler juste après le mémorial, oui. on vous conseille de faire une petite visite sympa après. Mais une visite respiration. Alors en conclusion de ce podcast, on pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'inclure Hiroshima dans son séjour au Japon? Et si oui, est-ce qu'il vaut mieux le faire sur une période de 3 semaines ou de 2 semaines? Parce que c'est vrai que cette destination elle est quand même assez particulière, même s'il y a de quoi s'occuper avec les musées, des zones qui peuvent être un peu plus... On parlait des jardins, du jardin japonais, des choses comme ça. Ça reste une destination qu'on fait pour la mémoire, pour concrétiser peut-être un peu plus aussi ce qu'on a lu dans des reportages, documentaires. Quand on est au pied de cet édifice détruit ou du mémorial, c'est vrai que ça calme un peu, on va dire, comme tu le disais en off, Kelly. Pour des vacances, c'est pas forcément ce que l'on espère. On pense aller en fait. C'est pas Farnienne, quoi. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même tous contents d'avoir inclus cette destination-là dans nos séjours à chaque fois. Après, c'est vrai que si vous avez un voyage de 3 semaines, carrément, faut pas louper l'occasion. Si vraiment si ça vous fait faire un détour du côté de Hiroshima, à l'ouest du Japon, pour faire cette destination-là, vous voyez par rapport à votre rythme de voyage qui est le mieux à faire, mais en tout cas, nous on peut que vous le conseiller parce que même si on rigole pas forcément sur le coup, ça marque, mais dans le bon sens. Et Marjorie, tu disais aussi que ça nous rapproche, ça sort du côté un peu Japon pour la différence culturelle, etc. Parce que c'est l'histoire internationale, quoi. Oui, c'est une histoire qu'on a vécue de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et là, c'est un autre point de vue aussi qui pour nous restait
peut-être juste une date, des chiffres. Là, ça prend une certaine épaisseur et ça a vraiment un sens important. Donc, au moins une fois, oui, je trouve que c'est vraiment incontournable dans ce sens-là. Et puis, le couple Hiroshima et Miyajima fonctionne quand même très bien. Et après cette visite un peu pesante, vous avez quand même un beau paysage à voir, l'un des plus beaux paysages du Japon sur l'île sacrée. Donc, il y a ça aussi qui vient en complément, qui vient contrebalancer et équilibrer. Donc, je dirais que c'est assez un incontournable pour le caser et il est très facile d'accès en train, faut pas l'oublier. Et ça, et les hébergements, voilà. Il faut bien choisir son hébergement, regarder les avis parce qu'il y a une offre hôtelière importante, mais effectivement, il y a des hôtels qui sont plus ou moins bien orientés, donc ça, faut bien faire son choix ou se faire aider si vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais après, ça vaut quand même l'intérêt de le faire. Je resterai sur est-ce que si vous voyagez avec des jeunes enfants, vous l'incluez. Ça, c'est à chacun de répondre. C'est sûr que ça marque quand même. C'est une visite dont on se souvient, peu importe ce qu'on a fait, mais la visite du mémorial, on s'en souvient en général. Ouais. Oui, c'est vraiment cet endroit-là, le mémorial, qui pourrait être plus dur pour les jeunes enfants. Après, le reste, le parc, même si c'est commémoratif, ça reste très beau, très... Oui, puis les grues, en fait, les guirlandes de grues origami, elles sont colorées. Donc, en fait, si on n'a pas la lecture derrière, ça reste quelque chose de joli à regarder. Enfin, en tout cas, ça fait pas morbide. Même le bâtiment au bord de l'eau, le Genbaku, au final, malgré tout, ça reste assez esthétique de l'extérieur. Pas forcément pour faire des photos Instagram, voilà, mais pas de selfie, non. C'est pas le but. Mais voilà, ça reste une belle ville toute rayonnante, toute neuve. Non, on plaisante, mais moi je sais que l'image que j'avais de Hiroshima, c'était le Genbaku Dome, justement. Parce que c'était un peu le symbole de la ville, quoi. Oui, je crois que c'est ce qu'on a dans les livres d'histoire scolaires. Ouais. Oui, on le voit partout, même d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais aller le voir aussi. En vrai. Quoi. Après, voilà, donc il y a cette partie Cité de la Paix qui est très importante, mais après, si vous aimez les grandes villes provinciales, les Hiroshima fonctionnent aussi très bien parce qu'en dehors de ce périmètre-là, vous retrouvez une ville vraiment ordinaire, c'est pas classique. Du tout, Non, et qui n'est pas une vitrine touristique au même titre que peut l'être parfois Kyoto, etc. Donc vous allez retrouver un certain quotidien des Japonais, un certain vivre plutôt tranquille. Donc si vous cherchez aussi à être dans une ville bien équipée, confortable, mais sans tous les touristes ou hors des capitales, Hiroshima fonctionne très bien. C'est vrai que personne ne s'est plaint du surtourisme à Hiroshima. Ah, Miyajima peut-être, mais pas... Miyajima, il y a plus de monde en journée. C'est pour ça qu'on vous recommande de dormir le soir pour profiter de se lever tôt. Eh bien, en tout cas, merci Kelly, merci Marjorie pour le temps accordé à ce podcast. On espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à nous en faire un retour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, X, Facebook ou autre. On a aussi des canaux privés sur WhatsApp et sur Instagram. On a un petit canal privé où on met aussi tout ce qu'on va poster, les articles entre autres et les podcasts. Eh bien, on vous dit à très bientôt pour une prochaine destination et merci encore Marjorie et Kelly. Merci Charlie. Merci Charlie. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.